merci d'être si nombreux pour cette rencontre avec Diane Meur. Merci Diane Meur d'être avec nous. Diane Meur, pour la présenter très rapidement, vous êtes à la fois romancière, traductrice, romancière et même poète, puisque le livre dont on va parler s'achève avec un poème. Et vous êtes aussi, si je puis dire, quelqu'un qui travaille dans la littérature en France sur, me semble-t-il, une voix assez singulière, avec une vivacité, un enchantement dans la langue et dans le récit, dans l'imaginaire. Et peut-être avant d'attaquer sur ce roman, dont il va être beaucoup question, qui s'appelle La carte des Mendelssohn, je voudrais évoquer avec vous le parcours que vous avez eu en littérature. Votre premier roman date de 2002, et c'est un roman qui est une sorte à la fois d'éloge de la langue française, de la fantaisie, je dirais un peu de l'enchantement qu'on peut avoir quand on lit des livres d'aventure comme ça. Et c'est un livre qui déboulait comme ça en 2002 dans la librairie française, comme on n'en avait pas vu, avec une espèce de jouissance absolue. Et au fur et à mesure qu'on va vous suivre, me semble-t-il, dans votre œuvre, on va retrouver cette espèce d'enchantement, d'imaginaire. Les Vies dans la peine, par exemple, qui est un livre qui se passe dans un univers qui n'est pas nommé, enfin un pays qui n'est pas nommé, ou en tout cas qui a été inventé, qui me semble inventé, mêle la fable à quelque chose de... peut-être aussi à une forme d'éducation de personnages, etc. Et en tout cas, il y a beaucoup d'inventions dans ce livre-là, sur le langage, sur la religion, et également sur la géographie. Donc vous venez de cet univers-là, et je voulais peut-être commencer par ça. Qu'est-ce qui, chez vous a amené à écrire comme ça, et quel est le lien entre Diane Meur qui écrit, et qui écrit de la fiction, et Diane Meur qui lit, ou qui a lu quand elle était jeune des romanciers français du 19e siècle, mais aussi russes, etc. Est-ce que dans l'écriture, il y a cette recherche de la magie, de l'enchantement que vous avez eu enfant lorsque vous lisiez? Oui, sans doute. Enfin, je dois quand même préciser que quand je me suis mise à écrire, j'ai un peu de fil. De sac. De sac, oui. Enfin, il n'y a jamais une réflexion, genre, alors, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais écrire, quel style je vais adopter. Chaque fois, c'est de l'ordre un peu du débordement, de la transe créatrice, et ensuite seulement je peux éventuellement me demander quel était mon projet stylistique. Oui, effectivement, j'ai baigné dans un moment du 19e siècle, c'était un peu mon port d'attache, et peut-être que ça sent du point de vue comme ça d'une sorte de plaisir de la fiction, des romans quand même assez architecturaux, au sens où bien construits, quoi, avec une profondeur de l'univers romanesque qui est là, avec beaucoup de personnages, beaucoup d'ampleur épique. Maintenant, il me semble que dans mon parcours, sur les 5 romans qui ont été publiés, au début, peut-être je m'attachais un peu plus à une sorte de pastiche de style classique dont je me suis peu à peu détachée, en fait assez vite, pour aller vers la carte des Mendelssohn qui, classique, l'est quand même beaucoup moins. En tout cas, pas de manière linéaire, quoi. Il y a peut-être des passages qui sont écrits de manière un peu rhétorique, mais enfin, c'est un peu à l'intérieur de quelque chose de l'ordre un peu de la parodie ou du jeu sur différents plans d'écriture. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Moi, il me semblait que dans La vie de Mardochée de Lowenfeld, écrite par lui-même, qui est votre premier livre, il y avait cette idée de partir comme ça, presque tiré par la fiction. Oui, c'était un roman qui s'engendrait lui-même, que je ne savais absolument pas où. Je commençais un chapitre en n'ayant pas la moindre idée de où il allait me mener, et donc ça, je suivais là, cette espèce de carriole folle qui courait devant moi, et c'était très amusant, enfin un peu déstabilisant aussi de se lancer dans un roman sans avoir la moindre idée de ce qu'il allait raconter. Et voilà, je crois que c'était le plaisir à la fois du langage, quoi, de l'écriture en tant que telle, et puis le plaisir de voir la fiction bourgeonner toute seule sous les doigts. Et je pense que c'est quand même un peu moins construit que les suivants. Peu à peu, j'ai appris à construire mieux, mais en donnant justement plus de naturel à cette construction, ce qui est en fait un travail très précis. Arriver à rejoindre une forme de naturel, en fait c'est très artificiel, ça demande beaucoup plus de travail par derrière. Mais du point de vue de... Maintenant je sais quand même un petit peu mieux où je vais, comme ça se voit. Oui, ça se voit tout à fait, mais je vous pose ces questions pour arriver à une forme de contraste peut-être qu'il peut y avoir entre les premiers livres et le dernier. Oui. Vous parliez de débordement, ça c'est ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des... Ce sont des livres assez épais, assez lourds à porter, au point que quand vous venez de faire des lectures, vous demandez à l'animateur d'apporter un livre parce que vous ne voulez pas vous embêter à porter le vôtre, donc ils sont assez lourds, mais ils ont ce point commun, mais
le contraste que je voulais faire, c'est que vous dites, je ne sais pas où je vais quand j'écris la vie de Bardoché de Lovenfeld, mais en revanche, quand vous faites la carte des Mendelssohn, a priori, le sujet, on voit à peu près où il est. Hein, on part au début, mais vous allez nous raconter comment ça s'est écrit, mais on part au début sur l'idée de voir comment cette famille Mendelssohn a pu générer un grand philosophe au début, un grand musicien, et entre les deux, quelqu'un dont vous ne saviez rien, et je vous l'avoue moi non plus, qui s'appelle Abraham. Donc on dit ils sont morts, ça va, on sait quand ça débute, on sait quand ça finit. Sauf que dans le roman, vous allez nous montrer qu'on ne sait même pas trop quand ça débute, et finalement ça ne finit que parce qu'il faut finir à un moment donné, sinon ça ne finirait pas. La différence ou le contraste, c'est, il me semblait, avec la carte des Mendelssohn, qui raconte donc cette famille assez fantasque et assez fabuleuse allemande, il me semblait que vous quittiez a priori la fiction pour entrer de plein pied dans l'histoire, la biographie ou les biographies, puisqu'il est question de beaucoup de personnages dans ce livre-là. Et donc je voulais savoir si vous aviez l'impression de franchir le Rubicon en quittant cette fable ou ces fictions qui montraient à quel point elles étaient des fictions pour aller vers quelque chose qui montre que ce n'est pas une fiction. Oui, j'avais pleinement conscience d'être passée dans un autre genre, mais qui reste du roman à mon avis. Et effectivement, c'était embarrassant et déstabilisant, parce que en même temps, j'avais bien conscience d'écrire un roman. Effectivement, a priori, je pars de figures réelles, documentées, sur lesquelles on a beaucoup de sources. Et je pense que, malgré tout, la fiction revient par la fenêtre. Pas que j'ai inventé des épisodes de leur vie, encore qu'il y a quand même 2-3 chapitres qui sont de l'ordre du fantastique, et où enfin, on en parlera peut-être mieux plus tard. Mais la fiction vient du fait qu'en fait, comme je raconte ma propre enquête autour des Mendelssohn, voilà, le grand-père, philosophe des Lumières, tous les enfants, le petit-fils et la petite-fille, compositeurs, tous les deux. Mais peu à peu, ça devient une sorte de voyage à travers une énorme généalogie qui déborde en fait tout thème et toute délimitation. Et dans la mesure où ça devient le roman de mon parcours et mon voyage dans ce territoire aux frontières au départ complètement floues et presque infinies en effet, moi je ne savais pas d'avance ce que ça allait donner ce roman, et je me disais en fait c'est moi le personnage de fiction dans cette histoire, parce que voilà, comme tout personnage de fiction, je suis dans une sorte d'incertitude, d'indéfinition, et ça va se faire, voilà, la fiction elle revient par là, et puis même mais peut-être qu'on va d'abord parler du cœur du roman avant que je raconte un peu comment on va y venir, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, je voulais juste préciser que s'il est question de raconter 3 siècles de vie intellectuelle, artistique et financière en Europe, il est aussi question de raconter comment on raconte cette histoire-là. Et vous le dites à la page 143 du roman, donc c'est déjà quand même 142 pages qu'on lit ce roman, et vous dites, et c'est seulement en mars 2013, lors d'un bref retour à Berlin, que j'ai compris que je n'écrirais pas le roman des Mendelssohn, mais le roman vécu de ma recherche sur les Mendelssohn. Et je voulais qu'on ait ça en tête au début de notre entretien, parce que c'est pas un roman sur les Mendelssohn, mais sur quelqu'un qui cherche quelque chose sur les Mendelssohn, ce qui me paraît mettre une dimension plus grande et, enfin, je pense, importante pour la discussion. Parce que ça rattache la personne que vous êtes à toute une chaîne de personnages qui ont existé, mais aussi de toute l'histoire et même de l'histoire de la littérature, puisque vous croisez pas mal de fils dans ce roman-là. Ouais, mais je voulais quand même nuancer un petit peu une chose que vous avez dite. Je ne raconte pas 3 siècles d'histoire intellectuelle, économique et tout ça. Non, en fait, je raconte l'histoire de plein d'individus qui appartiennent à la même famille. Et alors, cette histoire-là, elle est un peu en toile de fond. Évidemment, je l'évoque par petites touches, mais je ne la raconte pas du tout. C'est vraiment des êtres qui m'intéressaient. La façon dont, justement, la grande histoire traverse des vies, des généalogies, des filiations, et j'avais envie de les faire revivre chacun. Alors, il y en a qui sont très célèbres. Moses Mendelssohn, il est peut-être moins célèbre en France qu'en Allemagne, enfin, c'est quand même un personnage historique connu. Félix Mendelssohn Bartholdy, je pense que tout le monde a au moins entendu son nom. Mais il y en avait d'autres qui étaient des obscurs, des oubliés de l'histoire, et qui parfois avaient des parcours magnifiques. Et en faisant cette recherche, en ayant consulté les documents, voilà, les CD-ROM généalogiques sur la famille et tout ça, je trouvais parfois des traces de vie minuscules dont on ne savait presque plus rien, juste une date de naissance, une date de mariage, une mort. Et là-dessus, en fait, la fiction, elle revenait au galop, parce que j'avais envie, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer, en fait, mais pourquoi ce parcours, mais pourquoi cette femme
qui était religieuse, pourquoi est-ce qu'elle épouse son beau-frère après la mort de sa sœur? Vraiment, je ne pouvais pas m'empêcher d'être romancière, donc je ne fais pas du tout un livre d'histoire. C'est tout à fait... on reviendra dès le début, quoi, d'ailleurs. L'histoire est un matériau dans lequel, il me semble, l'écriture pénètre. Et quand je dis vous racontez 3 siècles d'histoire intellectuelle, c'est fou. Elle est là. Et vous nous faites traverser. Oui, c'est ça, voilà, on la traverse, on la raconte pas. On n'arrête pas de traverser parce qu'il y a les personnages que vous avez évoqués, mais on va rencontrer aussi des personnages autres. On va parler de Kant, on va parler de Renan, on va parler de personnages aussi qui sont des personnages de fiction. Donc on est quand même dans un univers comme ça. Alors évidemment, j'imagine que quand vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet-là, vous ne saviez pas que ça allait donner ce livre-là. En tout cas, c'est ce que vous racontez. Oui. Donc j'aimerais que vous nous disiez, et plutôt que vous nous disiez, voilà, comment est venu ce livre-là, comment le projet de ce livre-là est venu. Oui. Je savais que Félix Mendelssohn, le compositeur, 1809-1847, était le petit-fils de Moses Mendelssohn, le philosophe, 1729-1786. Et longtemps, je n'en ai pas pensé grand-chose, car le compositeur n'était pas vraiment de mes préférés. Quant au philosophe, quoiqu'il ait servi de modèle à Nathan de Sage dans la pièce de Lessing, je n'avais guère lu. Un jour, pourtant, j'ai pensé à l'homme qui avait été le père du premier et le fils du second. Quel merveilleux sujet de roman, m'étais-je dit alors. Et quelle intéressante situation historique. Être le fils d'un philosophe des Lumières mort 3 ans avant la Révolution française. Être le père d'un compositeur romantique mort l'année précédant le Printemps des Peuples. Et de cette vie placée sous le signe de l'entre-deux, entre deux génies, entre deux dates charnières, n'avoir rien fait, ou rien de marquant. Un roman sur le vide et sur les filiations. Mais l'idée dormait, d'autres projets prenaient le pas sur elle. Jusqu'au printemps 2010, où sur le point de m'installer temporairement à Berlin, j'ai repensé à ma triade. Ne serait-ce pas une occasion de me documenter sur elle? Et si, par chance, elle avait quelque chose à voir avec Berlin? Je n'en étais pas sûre, car Moses était de Dessau, et Félix, né à Hambourg, était mort à Leipzig. C'est alors que j'ai trouvé sur Internet la trace de mon maillon intermédiaire. Il s'appelait Abraham Mendelssohn, 1776-1835, et avait été banquier. Qu'il fût né et mort à Berlin était encourageant, mais je gardais la tête froide. On peut très bien être né et mort quelque part et avoir passé la majeure partie de sa vie ailleurs. À Hambourg, par exemple, puisque son fils y était né. Hambourg et la banque, cela faisait bon ménage dans mon esprit. Un esprit qui avait découvert la littérature allemande à 16 ans en s'en amourant de Heine, si prompt à railler cette vie de commerce et de Philistin cossu. Un banquier avait donc servi de pont entre un philosophe des Lumières et un compositeur romantique. C'était un élément nouveau et assez perturbant. J'étais partie de la supposition qu'Abraham Mendelssohn avait été un néant entre deux génies. Il fallait maintenant accepter l'idée qu'il avait bien été quelque chose, un banquier. Peut-être lui-même un Philistin cossu. Là-dessus, j'ai fini par me rendre à Berlin en portant dans mes bagages l'énigme Abraham, alourdi de quelques informations supplémentaires. S'il avait effectivement été banquier, Abraham n'était pas, semble-t-il, un banquier très doué. Et vers la quarantaine, il s'était retiré de la société fondée avec son frère Joseph pour mieux se consacrer à l'éducation de ses 4 enfants. Une éducation assez poussée pour que 2 d'entre eux, Félix et Fanny, deviennent d'éminents artistes. Je m'arrête là ou je continue? Un petit peu plus. À Berlin, cependant, rien ne s'est passé comme prévu. Dès les premières semaines, j'avais certes appris que Berlin n'avait pas quelque chose à voir, mais tout à voir avec les Mendelssohn. Si cette famille avait été un pays, me disais-je innocemment, sans me douter que ce pays, j'irais un jour jusqu'à en tracer la carte, Berlin en aurait incontestablement été la capitale. Moses s'y était installé à 14 ans et n'en avait plus bougé. Ses 10 enfants y étaient nés, et même morts pour la plupart, ainsi que leurs propres enfants. Ce qui faisait déjà pas mal de monde, me disais-je naïvement, sans entrevoir le danger qui me guettait déjà. Et si Berlin était sa capitale, la Staatsbibliothek, familièrement appelée Stabi, est l'équivalent de notre BNF, en plus accueillant et en plus déjanté, cette Stabi où je travaillais 2 ou 3 jours par semaine était de cette capitale le cœur administratif, l'hôtel de ville, le haut palais. Elle détenait l'essentiel des archives Mendelssohn, des archives activement exploitées, puisque dans le hall, un comptoir entier proposait publications, CD, tourniquets de cartes postales où les portraits de Félix, de Fanny et de Moses
dansaient la ronde à tous les âges de leur vie. D'Abraham, point. Il n'était ni assez joli, ni assez célèbre. On peut s'arrêter là, peut-être. Donc on voit comment tout à coup vous avez cette idée-là de... Je connais peu de livres d'histoire qui sont écrits comme ça. Non, mais on viendra sur l'histoire parce que il me semble que, enfin, puisque ça fait 2 fois que vous intervenez sur ce mot-là, je ne suis pas historienne, il faut que je le rappelle. On peut lui faire un sort. Il me semble quand même qu'il y a dans votre rapport à la littérature et dans ce que vous avez écrit précédemment, si je peux le poser là, il y a quand même cette dimension de l'histoire, non pas de l'histoire avec un grand H qu'on va respecter comme un académicien, mais comme si vous aviez besoin d'un double repère, un repère géographique. Là c'est Berlin, il faut que ça s'inscrive dans Berlin parce que vous êtes à Berlin. C'est aussi pour se donner peut-être une mission de recherche là où vous vivez à ce moment-là, mais aussi un repère historique. Donc j'ai la vision du repère orthonormé, la géographie et l'histoire, dans laquelle ensuite vous allez pouvoir jouer. Avec quoi vous allez pouvoir jouer. Et je me demandais si ce n'était pas une manière aussi d'élire un sujet. Parce que l'écriture me semble chez vous quand même, on voit que les livres sont volumineux et que depuis 2002 vous en avez quand même publié quelques-uns, 5 romans, mais il y a la littérature pour la jeunesse aussi, plus les traductions qu'on pourra évoquer tout à l'heure, notamment des traductions en littérature de Lison. Donc il y a une grande activité d'écriture. Je me demandais si finalement vous n'utilisez pas la géographie inventée ou réelle, ici réelle avec Berlin, et l'histoire, comme une sorte de rive du fleuve dans lequel vous allez pouvoir retenir quelque chose du fleuve pour que ça coule et que ça vous amène vers un livre à la fin, vers un roman qui va être publié. Oui, idéalement, oui. J'essaie de m'imiter en choisissant un lieu et un thème qui a l'air quand même nettement circonscrit au départ. Mais assez rapidement, effectivement, le fleuve sort de son lit et je me retrouve... Mais là, c'est pas de ma faute, c'est la famille Mendelssohn. Enfin, loin de rester à Berlin, les divers descendants, les 10 enfants et les enfants de ces 10 enfants, etc., se sont quand même répandus un peu partout en Allemagne, puis un peu partout en Europe, et puis sur quand même 4 des 5 continents. Et thématiquement aussi, forcément. Les personnages ont des destins divers, donc ça nous emmène pas seulement dans la musique, dans la philosophie, mais dans la banque, effectivement, dans l'industrie, ou dans la musique hawaïenne, on en parlait tout à l'heure. Oui, et en fait, c'est ça que finalement, à mesure que je me laissais déborder par mon sujet de départ, je m'apercevais que c'était finalement mon désir, hein. C'était de faire un roman complètement qui fuit le centre, enfin centrifuge, et où potentiellement j'aurais pu parler du monde entier, parce que autant le personnage du départ, enfin le patriarche, le fondateur de cette lignée de Moses Mendelssohn, c'était quand même un philosophe des Lumières avec une pensée de l'universalisme très forte, des ponts et des liens entre des cultures et des différentes religions. Donc finalement, que sa descendance m'amène à parler d'à peu près tout ce qui existe au monde et de me balader quasiment dans l'univers entier, ça faisait sens et ça tombait très bien, en fait, même si je ne l'avais pas prévu au départ. Ça me paraissait une merveilleuse façon de boucler la boucle. Donc même si ça déborde, il y a toujours un moment où je retombe sur mes pieds, si je peux. Oui, je voudrais qu'on évoque 4 figures importantes du livre. Ça n'empêchera pas d'évoquer les autres de manière plus brève, plus brève. C'est pas grave, c'était très joli. Ouais, plus brève. Je voudrais qu'on évoque les 4 figures. Donc vous en avez cité 3, hein, Moses, Abraham, le fils de Moses, Félix, le fils d'Abraham, et Fanny, qui est la sœur de Félix, donc la fille aussi d'Abraham, qui me paraissent 4 figures importantes du livre. Mais l'extrait que vous avez lu se termine en disant Abraham n'est pas assez célèbre, pas assez beau et pas assez célèbre. Donc on se dit, ça c'est une porte d'entrée pour une romancière, parce que vous avez quelqu'un de très connu. À Moses, vous avez quelqu'un de très connu encore plus peut-être pour nous les Français, qui est Félix, et vous engouffrez en disant, ben là voilà, j'ai une porte d'entrée pour explorer là où personne n'est allé, sauf que vous êtes tombé sur une biographie d'Abraham. Oui, tout était déjà fait. Voilà. Et là, j'ai l'impression que tout à coup, vous avez trouvé le sujet, vous pouvez y aller. Et qu'est-ce que ça fait de voir que tout est écrit déjà, enfin tout le monde, puisque ça n'était pas écrit, mais que dans les biographies, dans les renseignements, vous parlez des cartes postales qui sont là, etc. Enfin, c'est comme si quelqu'un essayait d'écrire un roman sur Victor Hugo aujourd'hui. En France, ce serait un peu compliqué de trouver quelque chose de neuf à dire par rapport à toutes les thèses qu'il y a pu y avoir sur Victor Hugo. Est-ce que là, à ce moment-là, vous avez eu un découragement? Est-ce que
est-ce que finalement c'est pas grave parce que le sujet c'était pas de raconter Abraham, mais de raconter... Si, c'était mon idée de départ, et donc au moment où je m'aperçois que tout est déjà fait, c'est un gros livre très documenté, et là je m'aperçois qu'en fait on sait tout, quasiment au jour près de ce qu'il a fait de sa vie, je lui dis bon, c'est très ennuyeux, il va falloir que je trouve autre chose. Et oui, il y a eu quelques semaines comme ça, je tournais en rond en me disant, mais pensant qu'est-ce que je vais faire de mon projet, ça va pas du tout. Et alors, bon, pour rester un peu dans la chronologie du livre, c'est le moment où je m'aperçois justement en feuilletant cette biographie qu'il n'y a pas seulement sa vie à lui qui est connue, mais il y a aussi ses 4 enfants, pas seulement, il n'en a pas eu que 2, il y a aussi les 2 autres, mais il y a aussi ses frères et sœurs, mais bon sang, mais Dorothea Schlegel, c'est sa sœur aînée, enfin tout commençait à me dire, je me dis, mais ça touche à plein de sujets que je connais, c'est intéressant, et en fait, une fois que j'avais commencé à examiner la simple fratrie du début, j'étais déjà perdue pour la cause, j'avais déjà envie de m'éparpiller un peu partout, et finalement, le projet de départ était complètement oublié, et je me suis lancée je me suis dit, mais enfin, bon sang, descendre ce fleuve, comme ça, le fleuve de cette descendance énorme, c'est encore beaucoup plus merveilleux que ce que je voulais faire. Cela dit, il me semble que je rattrape un peu le projet de départ dans certains recoins du roman où, justement, il y a de ces figures obscures dont là, pour le coup, on ne sait vraiment pas grand-chose, que j'essaye de faire revivre en trouvant quelques petits éléments sur cette vie peu illustre, ou même en accordant un chapitre entier à Arnold Mendelsohn, qui est un parfait inconnu, qui n'est même pas celui qui est devenu compositeur, mais son oncle, en fait, et qui, lui, bon, on sait ce qu'il est, il a une vie mais romanesque au possible, quoi. On ne pourrait pas, un romancier qui inventerait ça, on lui dirait, bon, c'est complètement invraisemblable. Et bon, ça, je trouvais c'est merveilleux, justement, de faire revivre des inconnus dans la, je sais pas, la dignité de leur vie, leur passage dans le monde, voilà. Enfin, ce genre de vie-là, c'est complètement, à la fois, c'est très beau de la faire revivre, de la rendre à nouveau parlante par des images, alors qu'il reste en fait une pincée de lettres. Et puis je sais pas, tous ces personnages comme ça qui sont nés quelque part, qui ont vécu et qui sont morts, mais finalement c'est l'humanité, quoi. Il y avait aussi quelque chose de profondément humaniste qui se dégageait du projet tel que je finissais par le rattraper. Et c'est quand même une humanité qui passe par le filtre subjectif de l'écrivain. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Peut-être que le regard que vous portez sur Fanny, oui, mais peut-être que quelqu'un d'autre qui mettrait ses pas dans les vôtres, il irait dans d'autres directions, il s'arrêterait plutôt ailleurs. Enfin, voilà. Commençons par Moses, puisque j'ai dit qu'on avait évoqué les principales figures. Il se trouve que Moses était aussi un traducteur et de textes sacrés, puisqu'il a voulu transmettre. Il a voulu adopter plutôt la citoyenneté allemande quand il arrive là-bas pour ses enfants. Enfin, vous racontez ça au début du roman, au début de la carte des Mendelssohn. C'est quelqu'un, me semble-t-il, qui nous fascine aussi aujourd'hui encore parce que sur les religions, il fait preuve d'un humanisme que peut-être beaucoup aujourd'hui sont en train de perdre, quoi. Cette idée de pouvoir faire en sorte que les religions se parlent et que la religion ne soit pas un bloc identitaire dans lequel on s'enferme. Oui, d'ailleurs, et pour en revenir à l'actualité, à mon avis, on ne peut pas faire totalement abstraction. Il est peut-être bon de rappeler que la pensée des Lumières, elle se développe sur un contexte qui est tout sauf apaisé, quoi. Justement, c'est un siècle en fait très violent, avec des guerres, des guerres meurtrières, des conflits interreligieux qui sont extrêmement exacerbés, en fait, et des accès de fanatisme. En fait, justement, c'est une pensée qui se développe contre ça. Ce qu'on aurait peut-être tendance à oublier aujourd'hui, on dit ah oui, le siècle des Lumières, voilà. Non, pas du tout, c'était pas du tout la tolérance qui régnait, en fait, et les conquistes de haute lutte. Et je me suis peut-être un peu égarée là par rapport à la question que vous avez posée, mais tout ça pour dire qu'en fait, ça prend vraiment une résonance troublante aujourd'hui, quoi, parce que justement, c'est un homme qui, il a dû lutter toute sa vie, enfin en mots, il bataillait, il a été mêlé à des controverses très, très dures, des batailles d'idées. Et en tant qu'appartenant à une minorité religieuse, la vie était dure pour lui, mais il a toujours, il a revendiqué des droits, affirmé la nécessité de la tolérance et de la liberté d'opinion, de culte et tout ça. Tout ça à partir d'une position de faiblesse, quoi. C'était pas du tout un homme installé. D'abord, c'est un autodidacte qui appartenait qui n'était même pas en plus sujet prussien qui arrivait là. C'était en fait plus un migrant.
c'est vrai, quoi, il arrive à Berlin à 14 ans, mais il n'est pas du tout prussien, donc il est là, il n'a aucun droit de séjour. Pendant pas mal d'années, en fait, son droit de séjour à Berlin est très fragile, dépend de son emploi, et en fait, s'il le perdait, il aurait pu être chassé de Berlin, même de Prusse. Et en fait, je sais pas exactement, j'ai oublié la question. Oui, il y a pas vraiment de question, je voulais qu'on parle de modèle, parce que ouais, voilà, il me semblait que ce qui était intéressant, alors pour nous aujourd'hui, mais peut-être encore plus pour vous, c'est cette idée de traverser des frontières, c'est cette idée de rendre poreuse la religion. Mais absolument, il y a aussi une pensée comme ça du dialogue, mais plus que du dialogue, de la parenté commune des trois religions du livre en particulier. Alors ici, il faut peut-être parler de Lessing, qui était quand même le meilleur ami de Moses. C'était vraiment deux complices de leur parcours intellectuel. Ils l'ont vraiment fait main dans la main. Et bon, la grande pièce la plus connue de Lessing, c'est Nathan le Sage. C'est vraiment un plaidoyer pour la tolérance entre les trois religions du livre, avec l'idée qui est très belle et en plus qui fait sens avec le projet généalogique, que c'est comme trois fils d'un même père, hein, et qu'il n'y a pas de fils préféré. Voilà. Et donc cette idée, voilà, elle est très belle, et en plus c'est voilà, le thème de la filiation et de la famille commune, ça rejoignait mon projet, donc finalement tout était assez cohérent dans ce... Et ça on le voit parce qu'évidemment nous, l'image de Moses Mendelssohn qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est un peu le philosophe consacré, enfin voilà, mais quand vous nous le montrez en train de vivre, quand il arrive effectivement en Prusse, quand les lois qui sont contre les juifs, impossibilité de s'installer... Oui, et pourtant dans une monarchie éclairée, hein, c'était à l'époque de Frédéric II, donc c'est pas... Justement, on aurait pu imaginer qu'il y a un assouplissement, mais pas du tout en fait, il y a plutôt une sorte de durcissement. Les lumières de Frédéric II avaient des points plus sombres, enfin, par ailleurs... Mais c'est peut-être le moment que je parle de... Alors, oui, alors c'était pas du tout un philosophe consacré dans la mesure où il n'a jamais pu faire la moindre carrière institutionnelle, donc il était rien, il n'avait pas de statut, il ne pouvait pas être universitaire, il ne pouvait pas... donc en fait, il vivait il était comptable dans une soierie et il écrivait de la philosophie le matin, entre 5h et 8h du matin, et après, à 8h, il partait à la soirée faire ses comptes. Et il n'a jamais eu la moindre reconnaissance institutionnelle. Par contre, effectivement, il s'est acquis une notoriété au point que, voilà, il correspondait avec des gens dans l'Europe entière. Les polémiques auxquelles il a été mêlé, mais elles ont agité. Enfin, les textes, ils étaient traduits dans l'année qui suivait, quoi. J'ai trouvé ces textes, des textes qui étaient traduits en français, qui dataient de 1772. Enfin, c'était fou de voir à quel point ces polémiques étaient vraiment suivies dans l'Europe entière. Mais lui, en tant que personne, n'avait aucun statut, quoi. Et donc il y a bien la réception à Potsdam. Elle fait une transition pour que je lui pose une question pour qu'elle puisse dire à l'extrait. Ouais, mais oui, moi, je suis très maligne, moi. C'est vachement fort, c'est vachement fort. J'ai pas fait de clin d'œil, j'aurais fait. Non, mais j'allais le faire, mais bon, je reviendrai là-dessus. En fait, c'est elle qui dirige l'entretien. Quand c'est ce que je dois poser des questions et lesquelles, moi je fais qu'obéir. Donc à un moment donné, il reçoit une lettre où il est invité par le roi à venir à Potsdam, et ça pose quand même un souci aussi parce qu'il est juif et que cette lettre ne tient pas compte de cette religion-là. Je pense pas qu'il en fait exprès, il ne faut pas exagérer. Non, il en fait exprès. Et je prends où en fait Non, je prends un peu plus haut. Ouais, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, je crois que c'est le choc. Ça illustre cette recherche de la liberté qui est dans le livre, donc c'est parfait. Nouveau revers. En septembre 1771, l'Académie royale renonce à le maintenir sur la liste de ses candidats, car le souverain a refusé une deuxième fois de valider sa nomination. Les motifs de ce refus ne sont pas très clairs, le poste restera d'ailleurs vacant jusqu'en 1783. Mais en lisant cela dans une biographie de Moses à l'automne 2012, j'en avais retiré une fâcheuse impression de ce monarque capricieux aux antipathies irraisonnées. C'est l'époque où je m'asseyais à la table du dîner en déclarant « Mes enfants, Frédéric II est un Jean Foutre. » Stupeur, question, et moi de ma fille musicienne pour qui un roi joueur de flûte traversière ne saurait être foncièrement mauvais. Le lendemain soir, après une nouvelle séance en bibliothèque, je les ralliai à mon point de vue en leur racontant la réception de Moses au château de Sans Souci, qui a lieu juste après. Car, loin d'être la réparation de ce premier camouflet, elle en occasionne un autre.
Le roi de Prusse ne daigne même pas se montrer à son invité qui n'a fait venir qu'à la prière du baron von Fritsch, un diplomate saxon des Lumières. Mais reprenons par la menu. Un beau jour de septembre 1771 parvient au 68 Spandauer-Straße une lettre du souverain convoquant le célèbre monsieur Moses Mendelssohn à Sanssouci pour le lendemain. Or, c'est un jour de fête juive. Moses ne devrait normalement se déplacer qu'à pied. Et Google Maps m'indique, entre la Spandauer-Straße et l'orangerie de Sanssouci, une distance de 39,5 ou de 37,3 km selon l'itinéraire. Distance qui, même en automobile, réclamerait au minimum 50 minutes. Consulté sur ce cas, les notables de la communauté estiment que Moses ne peut décliner l'invitation royale et, eu égard à sa mauvaise santé, l'autorise à prendre le coche jusqu'aux portes de Potsdam, à condition qu'il fasse à pied le reste du trajet. Le lendemain, 30 septembre, le voilà qui se présente au Berliner Tor de Potsdam. « Où est-ce qu'il va, le juif ?» demande la sentinelle méfiante. Survient un officier à qui l'on fait lire la convocation royale et qui s'étonne. Par quel talent le visiteur s'est rendu si célèbre qu'on le convoque à la cour? Sortant de son sérieux habituel, Mose s'est pris d'une foucade et répond en montrant ses poches par mes tours de passe-passe. Relatée en 1789 par son ami Nicolai, l'anecdote a beaucoup contribué à sa légende, ainsi qu'un dessin reproduit en gravure dès 1792. L'examen de Moses Mendelssohn au Berliner Tor de Potsdam, de Daniel Chodowiecki. À droite de l'image, la sentinelle, un interminable gaillard encore prolongé par un bonnet de grenadier et une baïonnette. À gauche, l'officier, un officier comme les choisissait Catherine de Russie pour réchauffer sa couche. Grand, mince, joli de figure, il soulève son tricorne avec un doux sourire après avoir pris connaissance du pli signé de son monarque. Les deux ne semblent là que pour faire paraître plus chétif, plus contrefait, le petit bossu en noir qui s'affirme connu pour ses tours de passe-passe. À l'arrière-plan s'éloigne, entre deux rangées d'arbres, le coche qu'il a déposé là. Et bien qu'elle frise la caricature, l'image est infiniment sympathique. C'est la force et la beauté s'inclinant devant l'humour et l'intelligence. C'est le triomphe de l'esprit sur les chicanes et l'appareil des grands. La gravure est restée si populaire qu'en mars dernier, mes amis berlinois m'en ont montré une parodie datant de la RDA. La scène est identique, si ce n'est qu'à l'arrière-plan, à côté du fouet du cocher, se dresse dans le ciel la grande tour d'Alexanderplatz. Bon, je peux m'arrêter là? Oui. Enfin, faites ce que vous voulez de toute façon. Hein, donc, non, mais... Mais alors, dans cette essai, il y avait plein de choses que je voulais évoquer. C'était, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve assez comique l'arrivée de Google Maps dans la recherche, avec des expressions au niveau de la langue pour réchauffer la couche, voilà, enfin, des choses comme ça qui se mélangent. Et puis effectivement, ce que vous évoquiez juste avant de lire l'extrait, c'est cette idée-là que cet homme-là, qui n'a aucune reconnaissance institutionnelle, écrit des choses qui ont une résonance et qui ont une force incroyable. Et qu'à l'époque, le moindre, enfin pas le moindre, mais un écrit philosophique, un pamphlet, pouvait avoir un écho assez fort pour que des années plus tard on fasse un tableau, une anecdote de ce personnage, etc. Enfin, on est fasciné par cette espèce de tension qu'il y a entre les ombres du régime que vous évoquiez, enfin cet antisémitisme quotidien, tranquille qu'il pouvait y avoir, et le peu de reconnaissance qu'on donne à un personnage, mais l'importance des écrits. J'ai l'impression que notre époque est inverse de ça, c'est-à-dire qu'on a donné beaucoup d'importance aux gens et très peu à ce qu'ils font, sinon on n'aurait pas ce qu'on voit à la télévision tous les jours, et que tout à coup il y a peut-être une fascination pour cette époque où on pouvait par l'écrit toucher à la fois les grands du monde, mais aussi les autres philosophes, les autres écrivains, etc. Est-ce que chez vous, il n'y a pas une fascination pour cette capacité de rendre l'écrit actif dans le monde? Oui, en tout cas, j'étais... Parce que, bon, quand j'ai expliqué le projet de départ, ce n'était pas de parler de Moses Mendelssohn, mais finalement, à mesure que je m'enfonçais dans la documentation, je me disais, mais bon, ça, je ne peux pas faire l'impasse de ce... Je ne peux pas ne pas raconter, au moins brièvement, la vie de cet homme, parce que d'abord, c'est cette vie qui détermine un peu l'intérêt du sujet, quoi. Pourquoi s'intéresser à toute cette famille Mendelssohn si son fondateur, enfin, ça ne veut rien dire le fondateur d'une famille, je le dis assez dans le livre, mais enfin bon, le premier que j'étudie n'est pas intéressant, donc c'était une vie absolument passionnante, tu vois. Et justement cet aspect-là, justement du débat public, de la prise de parole,
et des effets que provoquent effectivement de simples écrits à l'époque, le fait qu'ils soient en correspondance, mais avec Kant, avec toutes sortes de grands esprits de son temps. Je trouvais ça, il y avait quelque chose d'attachant aussi dans la personne. Il y avait la forme de ce débat intellectuel qui est très très digne en fait. C'est vrai, c'est des polémiques qui sont parfois âpres, dures, enfin des batailles d'idées. Oui, c'est limite violent. Violent, c'est violent, mais une grande dignité, une grande bienveillance aussi dans sa façon de s'adresser. Même, parfois il est pris à partie assez violemment, quoi, dans le débat avec Lavater, qui est en fait plus ou moins un homme des Lumières, mais aussi un homme d'église. Il veut absolument essayer de le gagner au christianisme, il va absolument le convertir, et donc il prend à partie l'Europe entière en disant mais voilà, moi je vais convertir le grand Mendelssohn, il est d'accord avec moi. En fait, bon, il lui répond de manière très très ferme, mais aussi avec une grande dignité, une façon de prendre au sérieux les arguments de l'adversaire, c'est pas de l'ironie basse ou vacharde, parce que c'est pas Voltaire, quoi. Il n'y a jamais de la méchanceté, il n'y a jamais quelque chose d'acrimonieux chez lui. C'est très ferme. D'ailleurs, il ne va jamais se laisser convertir par qui que ce soit, mais il y a aussi une sorte de douceur, de bienveillance dans la façon de s'adresser aux autres. Et même ceux qui l'ont connu, quoi, parce que je parle aussi de quelques témoignages de gens qui l'ont fréquenté, par exemple de Salomon Manou, parle de quelque chose qui m'a beaucoup ému aussi, de sa façon de toujours essayer de hisser l'interlocuteur à son niveau. C'est pas de l'écraser avec son intelligence ou de le moucher, de le rabaisser par son esprit supérieur, mais au contraire, de chaque fois essayer d'attirer à lui, quoi, de hisser à son niveau les autres. Et je trouvais que c'était ça peut-être la grandeur des Lumières, quoi. C'était toujours essayer de combattre l'ignorance, mais en éclairant autrui, et pas en exposant une leçon aux dépens de celui à qui on parle, c'est-à-dire en le ridiculisant, tout ça. Mais je sais pas, je trouvais ça très beau, très dialogique. En tout cas, dans votre livre, la focale est proche de Moses. Enfin, on est avec l'homme plus qu'avec la figure. On est avec l'homme. Moi, je sens ça. Et on sent vraiment une sympathie très grande pour le personnage, quoi. Enfin, quelque chose qui met en valeur son côté humaniste plus que la qualité des idées ou je ne sais quoi. Enfin, c'est pas non plus un traité de philosophie. Oui, voilà, je ne voulais pas non plus entrer dans quelque chose de trop aride ou difficile à suivre pour les lecteurs qui ne s'y connaissent pas trop. Donc, c'est quand même assez simplifié. J'ai élagué. Il y a beaucoup d'œuvres dont je n'ai pas parlé, donc j'essaie de retracer une vie, quoi, donc en quelques chapitres, avec ses points forts et les choses dont je pouvais faire ressortir un peu le romanesque. Mais voilà, j'espère n'avoir pas non plus simplifié au point déformé. Je pense que c'est quand même, pour sa pensée, on garde quand même une idée assez claire de ce qu'elle a pu être. J'entre quand même parfois un petit peu dans le détail, quoi. En particulier dans l'histoire de la traduction de l'Ancien Testament ou de la querelle avec Lavater. Il fallait que je leur donne leur place, quoi. Qu'on se souvienne, et c'était important de se souvenir des jalons de la vie de cet homme, dans la mesure où la vie de ses enfants, dès la deuxième génération, en fait, ils prennent quasiment tous le contre-pied de tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout en se revendiquant son héritage spirituel. C'est quand même assez intéressant aussi. Alors, c'est pas simplement un philosophe, c'est aussi un père de famille, et c'est aussi une forme de patriarche. Ceux qui vous ont lu savent que la famille peut être importante dans vos livres. Et là, on ne va pas passer directement de Moses à Abraham, enfin ce serait trop simple, le fleuve ne déborderait pas beaucoup. On va commencer déjà à se perdre assez vite dans la généalogie, les enfants, les petits-enfants, les personnages vont changer de nom aussi, donc ça ne nous aide pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il y a une femme qui doit avoir 6 noms dans sa vie. Oui, en effet. C'est voilà. Brendan Mendelssohn, voilà. Sa fille aînée. Et elle va également avoir plusieurs religions, donc c'est vachement facile et plusieurs pays où habiter. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez... Voilà, donc là on arrive dans le gigantisme. Et quand on arrive à la page 186, si mes souvenirs sont bons, là vous dites, finalement, le roman, avant de faire le roman, je ne savais pas que j'allais faire ça, mais je vais faire la carte des Mendelssohn. Pourquoi? Voilà, qui donne le titre. Voilà, qui donne le titre au livre. Donc la carte des Mendelssohn, c'est vraiment quelque chose que vous allez construire, et j'aimerais bien qu'on évoque ça. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous mettez... Donc c'est quoi cette carte? C'est une sorte de carte généalogique qui va reprendre aussi la religion des personnages, mais aussi le genre de métier qu'ils font en fonction de couleurs. Ils sont plutôt du côté
des arts, plutôt du côté de la finance ou de l'armée, etc. Et elle va se déplier de plus en plus. Enfin, c'est une sorte de cancer qui va envahir la maison dans laquelle vous vivez parce qu'il va falloir l'étendre et puis ça va poser des problèmes. Donc cette carte-là, est-ce que c'était pas à un moment donné un moyen de se détourner de l'écriture du roman? Non, en fait, c'était avant que je commence à écrire le roman. C'était quand j'en étais voilà, à fouiller dans tout ce complexe familial et à m'y perdre complètement, évidemment. Je pense qu'il est clair pour tout le monde que c'est assez difficile à suivre avec ces histoires de changement de nom, de religion. Et donc moi, enfin, pour moi, je n'avais pas du tout l'idée que ce serait le centre du roman. Je me dis, mais oulala, là je vais m'y perdre, alors je vais essayer de tous les mettre, tout mettre à plat. Comme ça, je vois où ça va, je vois... Seulement qu'au début, je n'avais d'idée à peu près claire que sur les quelques premières générations, j'avais pas la moindre idée que ça allait me mener aussi loin que, je sais pas, le Japon, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Suède, enfin, j'en passe et des meilleurs. Et donc, au début, je me disais, je suis en train de faire un arbre généalogique, voilà, ce qui était raisonnable, ça peut s'y retrouver. Mais en fait, à peine avais-je commencé que je me disais, mais bon sang, ça n'a aucun sens, c'est pas intéressant si je n'ajoute pas justement ces questions de religion qui sont absolument fondamentales, au moins dans les 3 premières générations. Effectivement, il y a énormément de conversions, de changements, mais ça continue en fait. Et puis, oui, donc c'est pas vraiment un arbre généalogique, c'est quand même, ça va plus loin, avec les codes couleurs qui correspondent aux différents... Alors, parce qu'il y a quand même pas mal d'artistes dans cette famille, je voulais voir si ça restait dans certaines branches, ou si au contraire ça se disséminait un peu partout, mais il y a aussi beaucoup de banquiers, d'industriels, mais pas seulement, il y a aussi... Bon, je voulais voir s'il y avait une loi générale sur l'orientation génétique. Enfin, tout ça n'a pas fait ses preuves, en fait, on ne peut tirer aucune loi, et je pense qu'au bout d'un certain temps, enfin d'un certain nombre de générations, tout se mélange et ça n'a plus aucune importance, ce qui est aussi une leçon assez importante, je trouve, de voir que... Oui, on verra là-dessus parce que c'est le fleuve qui retourne à la mer et ça n'a plus tellement sens d'aller chercher qui est fils de qui, mais je m'étais piqué au jeu, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Donc, je trouve que ça illustre assez bien justement peut-être la philosophie de Moses Mendelssohn, la leçon qu'on peut tirer à la fin de la carte de Mendelssohn de cette déperdition de l'identité, ou en tout cas de ces identités mouvantes. Déperdition peut-être pas, mais oui, le fait que l'identité est une chose fluide, qui change au cours d'une vie, enfin c'est pas du tout quelque chose qu'on peut définir, délimiter et réduire à quelques phrases, quoi, pas du tout. Justement, avec ces changements ces conversions, ces changements de nom, ces changements de nationalité, alors parce que les gens bougent, mais aussi parce que les frontières bougent. Du coup, c'était aussi un petit peu une carte au sens géographique, c'est que bon, ça m'amenait à toucher du doigt vraiment la géographie de la Terre. Et puis il y a aussi le fait un peu anecdotique, mais amusant, et qui finit par faire beaucoup de sens dans le roman, que la carte elle finit par avoir la forme d'une carte du monde, parce que je suis le tracé de ma table, qui est bon, à peu près rectangulaire, et bon, je fais quelque chose comme ça. Et pour moi, ça devient une carte du monde des Mendelssohn, quoi. Et l'idée d'avoir en filigrane l'histoire du monde elle-même naît un peu de ça, que je dis c'est comme la carte du monde, alors un tel, il serait plutôt dans la mer, dans l'océan Arctique. Et, enfin, pour moi, c'est un peu une mnémotechnique pour me retrouver, parce qu'ils sont quand même très nombreux sur la carte, ils sont plusieurs centaines, 700 et des. Et du coup, parfois, je me disais, ah là 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 là, machin, c'était, je sais plus qui c'était, mais je suis sûre c'était quelque part là, au bout de la Sibérie. Mais c'est vrai, je pense qu'on a tous un peu en tête une carte du monde qui peut servir à se repérer dans certaines... Alors, vous nous lirez un extrait tout à l'heure, vous présentez cette carte, enfin les débuts de la carte, si je puis dire. On vous lirait un extrait tout à l'heure, enfin si vous voulez bien. mais je voulais évoquer cette espèce de planisphère immense pour revenir à la question du départ, à savoir, je vais écrire sur Abraham parce qu'il n'y a rien. Donc de ce désir de Sahara ou de désert absolu, on arrive à une carte universelle. Et je trouve que c'est tout le mouvement du livre qui fait ça. Donc revenons à Abraham. Donc, au début, quand vous êtes attiré par ce personnage-là, c'est une intuition de dire il a eu quand même pour père un génie de la philosophie et pour fils un génie de la musique, et lui, il n'était pas grand-chose si ce n'est banquier. Vous allez lui trouver des qualités quand même à Abraham, qui sont des qualités peut-être de père, d'éducateur d'une certaine manière pour ses enfants. Comment avez-vous abordé Abraham malgré la documentation fournie que vous aviez avec cette biographie que vous avez pu lire? Finalement, je me suis dit que j'allais un peu oublier tous les détails parce qu'il y en avait beaucoup trop. Mais c'est un peu la même chose pour Félix et moi aussi. Il y a beaucoup de détails sur leur vie, donc
je me suis dit, bon, je ne consacre que quelques chapitres à ces figures, donc je vais y aller avec des choses qui m'ont marqué moi, des choses qui vont faire sens. Donc finalement, c'est un petit peu un schéma de vie. Mais Abraham était effectivement une figure très intéressante, une figure très dialectique, très fine. Et de plus, ce qui explique d'ailleurs ce qui est arrivé à ses enfants, c'était un banquier, mais un peu par défaut, dirait-on aujourd'hui. En fait, visiblement, il aurait voulu être artiste, il a eu une formation en amateur, il était initié à la composition, il a passé sa jeunesse à Paris, en fait, c'est son apprentissage dans la banque, et c'était la période post-révolutionnaire, c'est toute la fin du XVIIIe siècle. Et donc il passait son temps à l'opéra, au théâtre, à entendre des musiques de l'époque, et on sent que c'est sans doute ça qu'il aurait aimé faire, mais ce n'était pas possible. Et donc en fait il a une formation musicale vraiment assez remarquable, quoi. Ça le rend capable de dialoguer avec son fils, même devenu compositeur professionnel, de lui faire des remarques, des critiques sur des points extrêmement techniques de certaines compositions. Et ça, c'est un aspect de sa personnalité qui est assez intéressant. Je connais pas beaucoup de banquiers, mais je pense pas que beaucoup soient capables comme ça de faire des critiques sur une symphonie et sur la façon comment. Et par ailleurs, c'était aussi un esprit absolument tiraillé, quoi, déchiré entre la fidélité à son père et puis le désir en fait de rompre avec les origines de sa famille. C'est vrai, quoi, parce qu'en fait il y a toute une démarche sur le fait d'essayer de devenir chrétien, et puis de se donner un nouveau nom qui sera Bartholdi, tout en faisant passer ça pour un acte de piété envers son père. C'est quand même un peu compliqué, parce qu'il s'agissait de lâcher le nom de son père. Donc, et puis, il enrobe ça il essaie de s'en sortir par des raisonnements dialectiques qui sont très fins, quoi, très, très subtils, mais bon, pas très convaincants non plus. Mais enfin, c'est pas tout sauf un personnage obtus et sans intérêt. C'est une personnalité assez grise, quoi. Il y a quelque chose de... Alors, je dis grise parce que il y a une histoire de l'ombre aussi. Finalement, je me suis représenté cet homme. J'ai essayé un peu de faire sa psychologie, quoi, sans passer par le menu toute sa vie. Je me suis dit, en fait, mais Abraham, c'est l'homme qui a vendu son nom. Voilà, il a vendu son nom, il a renoncé à la religion de son père, il a essayé de renoncer au patronyme paternel. Et puis en fait, ce qu'il reçoit en échange de la vente de cette ombre, c'est pas très solide. Et en fait, on sent un homme qui n'est pas à l'aise, qui est toujours un peu pas à sa place, et il n'arrête pas de voyager, il n'est jamais très bien où il est, et il meurt assez jeune. Et voilà, je trouvais ça un profil psychologique très intéressant. J'aurais peut-être pu l'écrire sur moi, je ne sais pas. C'est pas fini. Dans ce roman-là, c'est peut-être c'est le roman, le livre dans lequel il y a plus de morceaux, de matériaux autobiographiques. Alors, c'est souvent sur le mode ironique, hein, vous vous moquez de vous-même en train de faire des recherches, des choses comme ça, mais il y a quand même des petits éléments. Et je me suis demandé si avec Abraham, il n'y avait pas pour vous une façon d'investir ce personnage historique, c'est-à-dire, vous jouez aussi de la musique, vous participez à un quatuor de musique, alors c'est peut-être pas d'un très grand niveau, mais finalement, Abraham, il peut parler de musique classique, et je suis sûr que vous aussi, vous pouvez parler de la musique classique sans être un grand musicien lui-même. Il y a ce côté de l'éducation, de ce qu'on se transmet, il y a l'héritage aussi du père, sans vouloir aller trop loin, mais est-ce que vous n'avez pas nourri ce personnage de quelque chose de vous pour essayer, puisque quand on essaie de ne pas connaître quelqu'un, c'est pour pouvoir lui projeter sur ce personnage, projeter des choses qui sont en soi, ou en tout cas faire résonner chez lui ce qui est déjà chez soi. Oui, alors c'est vrai, mais je dirais que c'est vrai à peu près de chacun des personnages qui sont évoqués un peu longuement, en fait. Parce qu'en fait, cette enquête, ça aurait pu être quelque chose d'aride si c'était simplement une sorte de catalogue de figures historiques. En fait, j'y allais en romancière, quoi, c'est-à-dire avec un désir d'empathie, d'essayer de voir le monde avec les yeux de cette personne. Parfois, c'était très difficile. Abraham, il parlait, oui, donc c'était pas trop difficile avec lui. Mais Dorothea Schlegel, enfin, Brendan Mendelssohn, enfin, vous me suivez? Oui, oui. Moi, j'ai trois noms, hein. Dorothea Schlegel, oui, puis, oui, enfin, ça va. Trois. Bon, c'est un personnage qui m'est pas très sympathique au départ, et donc ça a été plus difficile d'y aller sur le mode de l'empathie, mais finalement ça vient, et en fait, après, il me semble que, aussi je l'évoque de manière, avec un regard subjectif,
par exemple, on n'arrive pas à se faire une idée de son physique, parce que non seulement elle a changé de nom et tout ça, mais en plus, sur les tableaux, elle ne se ressemble jamais. On ne sait jamais, parfois elle m'a flu, parfois elle est... Enfin, je sais pas, je serais incapable de dire à quoi ressemblait Dorothée Hachlekel après avoir regardé des dizaines de portraits, c'est jamais la même femme. Et du coup, il y a quelque chose d'insaisissable qui finalement m'est apparu comme la clé du personnage. Il y a quelque chose qui ne sait jamais de bouger, de se mettre. Enfin, alors, effectivement, elle s'est convertie 2 fois de suite, quoi. Une première fois, puis une deuxième fois. Et, enfin, bon, et elle a changé de nom plusieurs. Et voilà. Si je me souviens bien, à un moment donné, elle vit à l'étage en dessous de. Non, c'est pas elle qui vit à l'étage en dessous de ça va, on peut se tromper. Non. Ah oui, non, ça c'est les. Ah non, c'est Abraham et les enfants, oui. Et, enfin la famille d'Abraham, c'est-à-dire qui vivent. Parce qu'ils arrivent à changer, voilà, ils arrivent à changer de religion sans que les autres le sachent, enfin sans que les. Oui, mais moi j'y crois pas trop. C'est ce que vous dites à votre lecteur, que vous y croyez pas du tout. Mais parce que moi, en fait, bon, il y avait la carte que j'ai fabriquée, mais aussi pour avoir en tête tous les faits qui concernent la famille, j'avais tout mis sous l'ordre de chronologie, quasiment au jour près, si je savais le jour. Et quand on met tous les trucs par ordre chronologique, il y a des affirmations dans les livres qui paraissent un petit peu fausses, quoi, parce que moi je me disais, mais enfin, c'est pas possible. Ils nous disent que la mère, enfin la belle-mère d'Abraham, c'est-à-dire en fait la grand-mère de Félix Mendelssohn Bartholdy, ne savait pas qu'ils étaient tous devenus chrétiens, mais en fait ils habitent au-dessus de chez elle. Ça me paraissait un petit peu dans l'immeuble, quoi, où ils habitent. Ils habitent, voilà. Ou l'inverse, peut-être qu'elle habite au-dessus, enfin bon, peu importe. Enfin, c'est un peu comme dans une enquête policière, quand on met tout à plat, on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui ne collent pas. Et là, effectivement, ça ne paraissait pas coller. Oui, d'ailleurs, vous interpellez le lecteur, ça aussi, c'est des choses que j'adore dans le livre, c'est à chaque fois que vous interpellez l'auteur qui peut croire à ça, vous dites, moi j'y crois pas. Il dit des choses comme ça, et c'est assez étonnant, parce qu'on est dans une espèce de tissu familial, avec cette dimension quand même de l'histoire, parce que les relations entre la France et l'Allemagne n'ont pas toujours été bonnes, et les familles vont être d'un côté et de l'autre, enfin, on a tout ça, et puis d'un coup on a un sursaut, bon moi j'y crois pas, enfin, qui peut croire à cela, tu te dis, mais il me semble, j'essaie de retrouver la citation exacte, mais je ne vais pas la retrouver, parce que j'ai mis trop de post-it, il y a trop de personnages, il y a trop de post-it aussi dans le livre. On revient sur la carte, donc, comment elle grandit, cette espèce de truc, et puis je vous ai promis que vous alliez lire cet extrait. Donc, le moment où vous construisez la carte, comment ça se passe, et pour illustrer ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même des sursauts enfin, il y a des passages entiers sur vous dans le livre qui sont généralement, moi je trouve plutôt drôles, il y a beaucoup d'humour dans ce livre-là, et il me semble, si mes souvenirs sont bons, que sur cette construction de la carte, c'est assez drôle aussi. Oui, c'est drôle à raconter, mais je dois quand même dire, au milieu de mes éclats de rire, que la fabrication de ces cartes, d'abord c'est extrêmement fatigant parce que c'est énorme, le matériau lui-même était colossal, et surtout c'était très inquiétant. Et ça avait quelque chose de morbide, quoi, je sais pas très bien de quoi d'ailleurs, pourquoi ça, mais enfin, je ne me sentais pas bien du tout pendant que je fabriquais cet objet, surtout que j'avais encore écrit, enfin, j'avais rien écrit de ce livre, et je me disais, mais je suis en train de m'engluer dans un travail démesuré qui ne sert à rien, et je vais jamais écrire ce roman parce que je suis en train de me perdre dans le découpage d'étiquettes et de coller des noms sur un arbre, et même le travail lui-même, cette espèce de recherche de descendants, d'aller les ajouter, je me disais, mais je sais pas, ça avait quelque chose de transgressif. On peut rester là-dessus parce que c'est vraiment, me semble-t-il, quelque chose d'important, ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire que vous allez travailler sur, en faisant cette carte, me semble-t-il, au départ, sans peut-être le vouloir, vous faites exactement l'inverse de ce que vous faites en littérature. C'est-à-dire que vous allez étiqueter les choses et les poser. Alors qu'en littérature, vous êtes toujours en train de les traverser, de les transformer, et on est toujours dans du mouvement. Là c'est la chose inverse. Ça, en fait, justement, c'était traité de matériaux comme du matériau mort. C'était un peu comme épaler des papillons. Et effectivement, je trouvais que c'était une activité un peu... enfin, pas très... Enfin, qui me ressemblait pas, comme vous dites. Hein. Et il y a aussi le côté mémorial. On n'oublie pas que la plupart sont restés juifs quand même. Et donc, aller chercher des photos, les tableaux, mettre les noms, les épingler comme ça, on se dit, tiens, elle est en train de faire un mémorial, finalement. Oui, voilà, il y a quelque chose de mausolée. Mais il y a aussi l'effroi qui surgit quand je m'aperçois que, finalement, dans les dernières générations, il y a des gens qui sont parfaitement vivants et que je pourrais très bien les rencontrer. Et là, bon, ça devrait être une heureuse nouvelle, mais là, au contraire, je suis prise un peu de panique, parce que je me dis, bon sang, mais
je pensais travailler sur un sujet de roman, mais en fait, c'est la vie même, quoi. C'est des êtres parfaitement vivants qui sont en face de moi, et le plan de l'écriture et le plan de la vie, quoi, du réel, se rejoignaient, et c'était extrêmement déroutant. C'était une situation inédite. Puis alors, je raconte par la suite comment j'ai rencontré un certain nombre de ses descendants. Et c'est vrai qu'avant chaque rencontre, il y a toujours cette petite effroi, cette timidité. De dire, bon, ça, je vais dire bonjour à un de mes personnages de roman. Enfin, je sais pas, mais il y a de quoi être un peu... Donc c'est de là que vient peut-être un peu le côté humoristique et un peu d'autodérision dans ce livre. C'est qu'effectivement, la recherche elle-même m'a amené à faire des actes qui me déroutaient en tant que romancière, que je n'avais jamais fait. Et, voilà, mais oui, je fais que closer sur finalement, peut-être des fois, c'est l'échec qui vous sauve de ça. Enfin, vous utilisez une expression à la fin du livre, vous parlez de votre filet à attraper le monde. Et il y a un personnage, si mes souvenirs sont bons, que vous deviez ou devriez aller voir à un moment donné. Et en fait, l'adresse, le nom, l'adresse, etc., pour la contacter n'est plus valable parce qu'elle est morte depuis 2 ans. Oui. Quand on vous donne son adresse, quand un autre personnage, Mendelssohn, vous donne son adresse. Et vous dites, je crois, à ce propos de ce personnage-là, vous dites, ça y est, il manque une maille dans mon filet. Donc le monde va pouvoir s'échapper du filet. Et peut-être cette idée-là de vouloir attraper le filet, c'est une idée peut-être littéraire d'englober le monde dans ce qu'on fait. Et l'idée qu'il sauve du côté mausolée ou mémorial, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui échappe à la fin. Et donc on va pouvoir recommencer à attraper le monde. Il me semble qu'il y avait ça sur la fin du livre. Un petit extrait sur la construction de la carte. Oui, vous voulez. Non, mais je ne le ferai plus. 186, c'est mes souvenirs, on fait un peu près. Oui, 203, je crois. Oui, enfin là, je suis en train de la fabriquer. Et c'est la première fois que je la montre à quelqu'un à l'extérieur au foyer. Excusez-moi. Un lourd silence s'abat. C'est spécial, lâche Henri. Il faut dire qu'il découvre la carte au pire moment. Les branches de l'arbre ne sont pas encore tracées, les bandes générationnelles sont séparées par de simples traits de crayon, ces centaines d'étiquettes ont l'air d'être là en vrac. L'aspect de champ-course en construction n'arrange rien. Il rappelle l'énorme spirale inachevée dans la tour de Babel de Bruegel, qui, je ne sais pourquoi, est bien plus effrayante ainsi que si elle était finie. Tandis que le silence se prolonge, un malaise palpable se répand dans le salon. L'ampoule de 400 watts grésille, le gros charreau des voisins est pris de hoquet et vomit sous la table. Tout ça est vrai. Les gens me demandent parfois si j'ai inventé. Non, c'est clair. Je vais chercher une serpillière, ce qui laisse à Henri le temps de se reprendre. Mais au final, son commentaire n'est pas fait pour dissiper le malaise. On dirait l'organigramme d'une théorie du complot. Tout en expulsant le chat par la porte-fenêtre, je tente de me défendre. Qu'est-ce qu'Henri va chercher là? Ce n'est que la famille d'un philosophe des Lumières, bon Dieu de bois. Un voltairien comme lui devrait se sentir en pays de connaissance. Alors, Henri fait taire ses réserves et me pose des questions. Pourquoi ce bout-là est vert alors que tout le reste est gris? Ça veut dire quelque chose? Non, ça ne veut rien dire. Monsieur Richard, n'ayant plus de Bristol gris, j'ai dû choisir les 2 derniers, vert amande et rose saumon. Et c'est quoi Geff? Gefallen. Mort au combat. Mort pour la patrie, quoi. J'avais besoin de place et Geff, c'est plus court que mort pour la patrie. Ah, je vois. Beaucoup de morts de la Première Guerre mondiale. Mais attends. Oui, ça m'a frappé moi aussi. Il y en a presque autant de la Seconde Guerre mondiale. Mort pour la patrie pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire dans la Wehrmacht, eh bien oui, il faut croire. Regarde celui-là, mort en 1942 en Russie. Et cet autre mort en 1945 dans les Vosges. Parmi ces soldats, il y en a qui portaient encore le nom de Mendelssohn ou de Mendelssohn-Bartholdy, alors que tant d'autres membres de la famille avaient dû quitter l'Allemagne à cause de leur ascendance juive. Notre malaise se complique d'un sentiment d'absurdité. Mieux vaut changer de sujet. J'en un petit peu. Ça dit quelque chose, le prénom Hénol? Connais pas. Je lui relate l'ouverture bordelaise de la famille et l'affaire du remariage d'Hénol avec le frère d'Adolphe. Je lui montre aussi les 2 enfants Var, plus jeunes que nous, qui sont nés à Bombay d'une mère indienne, sans le moindre lien d'ailleurs avec les Horsfall, colons britanniques aux Indes. J'attire son attention sur des drames. Mary Fould, son mari Edgar et leur Benjamin Millie, tous 3 morts le 21 octobre 1948, accident d'avion. Ou sur le petit roman que j'entrevois dans le bloc Brendel,
quand la religieuse Franziska Veit rompt ses vœux pour épouser Jean-Claude Longard, le veuf de sa sœur Thérésia. Cette histoire de nonne mariée tire d'Henri un ricanement qui me ramène aux chansons anticléricales de mon enfance. Mais il n'a peut-être rien compris. Qui sait si Franziska n'avait pas conçu une passion secrète pour le fiancé de sa sœur? Ou alors, ils s'aimaient tous les deux, mais la famille avait décidé qu'on marierait Thérésia la première. Deux cœurs brisés. Chacun se rabat sur l'existence qu'on lui a imposée. Franziska prend le voile, Jean-Claude Longard fait 11 enfants à Thérésia. Mais voilà qu'après 11 grossesses, celle-ci meurt en 1870. Pouvant enfin s'aimer librement, Franziska et Jean-Claude convolent en 1871, sans doute dès la fin de leur deuil officiel. Il a 51 ans, elle en a 45. Quelle belle histoire. Et effectivement, c'est une belle histoire. Ouais, sans doute. Donc on voit comme ça la carte se constituer, et ce qui est, pour rester dans ce qu'on disait juste avant, ce qui est complexe aussi, c'est qu'il y a énormément d'enfants, vous avez vu, mais il y en a quand même une bonne partie aussi qui meurent assez jeunes, enfin en bas âge, et donc vous posez la question de savoir s'il faut les y mettre ou pas, les mettre sur la carte ou pas les mettre sur la carte, et là effectivement on entre dans un truc qui est de l'ordre déontologique, oui. J'ai promis qu'on parlerait de Félix et Fanny. On va peut-être, non pas terminer, parce qu'il y aura encore une question ou deux après, mais faire un sort ou deux. Parce que j'ai l'impression que les deux, c'est un peu la même chose au départ. Déjà, ils ont un point commun dans leur prénom. Ils commencent par un F tous les deux. Et il me semble que sur l'éducation musicale qu'ils ont tous les deux, elle est aussi poussée. Elle est aussi poussée chez elle que chez lui, sauf que lui peut faire carrière, et elle difficilement parce que c'est une femme. Et également, ils ont, et peut-être c'est vous dans l'écriture qui vous faites sentir, mais ils sont dans le pré-romantisme, ils sont déjà dans la fougue. Enfin, j'ai l'impression que ce sont des comètes, ce sont des lumières qui traversent comme ça les salons ou même les pays, et qui attirent à eux les regards, etc. Enfin, on a l'impression de personnes magnifiques dans le livre. Lui est vraiment une comète au sens où il est... Et elle jeune aussi, mais après, évidemment... Mais alors, elle ne peut pas faire carrière. Enfin, elle ne peut pas socialement, en fait. Elle aurait pu. Mais voilà, ils ont eu la même formation musicale extrêmement poussée. Il est instrumental aussi. Fanny Mendelssohn était une excellente pianiste. Et ils composent tous les deux. Mais à un moment, leur chemin se sépare. C'est qu'elle, étant une jeune fille, puis une femme de la bourgeoisie, d'une bourgeoisie en pleine ascension, parce que, comme on l'a vu à la génération précédente, de Mons, il partait vraiment de rien. Et donc, une jeune femme, une femme de la bonne bourgeoisie ne fait pas une carrière artistique, quoi. C'est hors de question, ça ne se fait pas. Donc le père, Abraham, est tout à fait clair là-dessus. Il n'est pas question qu'elle publie, qu'elle se produise. Alors qu'en fait, il y a des femmes musiciennes qui se produisent, même parce que justement, la famille est dans une nécessité économique, et donc on va pousser les jeunes prodiges à se produire. Mais bon, si on veut être convenable, respecté, voilà, on ne fait pas ça. Et donc la pauvre continue à composer pour elle, à donner des concerts mais privés à la maison, devant quand même pas mal de monde, mais ça reste toujours de l'ordre de la sphère domestique. Et une fois que le père est mort, Félix lui-même reprend un peu l'injonction paternelle de l'empêcher de publier, ou plutôt de lui déconseiller, de lui dire que peut-être pas, non. Alors qu'en fait, celui qui avait autorité sur elle, c'est-à-dire son mari, à l'époque, son mari il était pauvre, hein, il aurait tout à fait laissé publier ses œuvres, etc. Donc bon, il y a aussi leur lien fraternel, enfin de frères et sœurs, qui est très très proche, quoi. Enfin, en ce moment, ils ont eu la même formation musicale, ils ont un peu le même génie musical, mais ils sont vraiment, comme les deux doigts de la main, ils sont inséparables, et ils meurent à 6 mois d'intervalle de la même façon. C'est une histoire assez frappante, quoi. Vraiment, c'est comme deux jumeaux, sauf qu'ils ne le sont pas, mais ils sont complètement fusionnels. Dès le début du roman, vous évoquez cette histoire de vendre son ombre, mais on se demande si finalement, à un moment donné, Fanny ne devient pas l'ombre de Félix, et si même Félix ne doit pas quelque chose de sa carrière à sa sœur Fanny, d'une certaine manière. Là, je ne sais pas quand même. On a l'impression, surtout quand Abraham est mort, enfin peut-être c'est une vision du lecteur là, pour le coup, que Félix aurait souffert de la concurrence que sa sœur aurait pu lui faire. Or, souffert, non, je pensais pas que. Mais il l'encourageait pas beaucoup
dans son travail, hein, parce qu'à un moment, elle lui envoie un quatuor qui est excellent, un magnifique quatuor, et bon, il répond en disant c'est pas mal. Enfin bon, bref, souvent un peu il minimise la qualité de ce qu'elle lui envoie, ou il le prend un peu de haut, il répond pas tout de suite, il s'est un peu bridé, mais je pense pas qu'il... Peut-être qu'il voulait pas... il y avait peut-être un petit peu de jalousie artistique, mais qu'il en ait souffert, je pense pas, il ne risquait pas grand-chose. Non, parce qu'il a empêché tout d'exister. Oui, tout à fait. Mais enfin, il y a aussi beaucoup d'estime et beaucoup d'amour entre les deux, c'est pas non plus une mauvaise relation de frères et sœurs, mais bon, les gens sont humains, quoi. Tous ces grands artistes et ces étoiles quoi, sont un peu jaloux de leur... Enfin, ils veulent briller un peu seuls. Ces relations avec Wagner ne sont pas terribles non plus. Est-ce que vous avez voulu montrer un changement d'époque avec Félix? Alors, je ne sais pas si c'est une intuition que j'ai pas pu vérifier dans le détail de ce que vous écrivez, si effectivement la langue change ou si quelque chose change à ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de vitesse et j'ai une image effectivement du romantisme qui arrive. Bon, déjà Félix, son rapport aux femmes peut-être qui est assez, qui me semble assez libéré, la manière avec laquelle vous racontez les voyages par exemple, ou la manière avec laquelle vous racontez surtout l'enfance des deux personnages. J'ai l'impression qu'il y a tout à coup là il y a un mouvement musical qui se met en place. Oui, c'est ça, l'idée du mouvement musical, c'est ça. En fait, je n'allais pas raconter dans le détail toute la vie de cette fratrie de 4, c'était beaucoup trop compliqué, donc je me dis, bon, qu'est-ce que je peux retenir là-dedans pour en faire un tableau comme ça en 1 ou 2 chapitres. Et en fait, je me dis, bon, l'époque, voilà, de cette grande époque romantique, quoi, l'apogée quoi, du livre, enfin, c'est un peu l'apogée au point de vue de... Voilà, c'est le moment du romantisme le plus grand. L'âge d'or, vous dites. L'âge d'or, voilà. Voilà, mais c'est un allegro en fait. C'est bon, un allegro débridé. C'est comme dans les œuvres de Félix, il y a ce qu'on appelle un scherzo d'elfe. Enfin, c'est une sorte d'allegretto très sautillant, très léger, amusant. Et je me dis, voilà, je vais raconter, il n'y aura peut-être pas tant de détails que ça, mais il faut vraiment qu'on ait une ligne musicale dans l'oreille. Et c'est vraiment un truc qui fonce, où il y a de la joie, des fleurs. Enfin, c'est vraiment comme ça. Et donc, bon, si c'est réussi, tant mieux. Mais effectivement, il fallait chaque fois on change d'époque à peu près à chaque chapitre finalement. Il fallait quand même quelque chose, une sorte de quintessence d'une époque apparaisse, ce qui n'était pas toujours simple en fait. Donc parfois c'est en s'attachant à des petits détails qui ne sont pas forcément les plus essentiels dans une biographie, mais qui vont avoir un parfum d'époque comme ça. C'est un peu comme dans le chapitre sur la vie de Mose aussi, on se sent vraiment au XVIIIe siècle. Il y a la façon dont il parle, dont il s'écrive, il y a tout un décorum, quoi, une façon de s'habiller. Donc c'est pas du tout du roman historique, mais je voulais que de temps en temps, par un petit détail, une petite notation, la description d'une petite gravure, on se sente vraiment à un point bien précis du temps. Et là, effectivement, bon, c'est plus du tout la même chose. On est en 1830, sinon c'est plus du tout comme en 1770. Hein. Seulement, il fallait chaque fois ajuster. Quoi. À un autre moment, on sera à Berlin en 1945 et au milieu des champs de ruines, et ce sera encore très différent. J'essayais de faire tout ça simplement dans le récit des vies, en accolant certains petits détails et une petite image par-ci par-là. Pas au sens propre, il n'y a pas d'image dans le livre, mais une image, une petite scène, quoi, quelque chose. Alors, un peu flou. Le livre est assez épais, mais il aurait pu être beaucoup plus grand que ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il pouvait être infini, ce livre-là. Ça peut être, Oui et non. Enfin, c'est l'espèce d'illusion que j'entretiens. Il fallait quand même que je montre la réalité qui est qu'effectivement cette famille elle est en pleine extension, il y en a de plus en plus. Si j'étais allée jusqu'au 9e et 10e génération, là on atteignait des milliers. Donc évidemment je m'amuse à donner une idée de cette espèce d'expansion qui ne s'arrête nulle part, hein, par des coups de projecteur les plus lointains possibles pour qu'on montre à quel point ils se sont dispersés, éparpillés, à quel point ils n'ont plus rien à voir entre eux, quoi, mais vraiment plus rien du tout. Mais en même temps, vous êtes d'accord, c'est un peu un artifice. Je ne passe pas en revue cette immensité, je la montre juste comme ça, un peu par clin d'œil. Et moi, je savais très bien que le roman devait s'arrêter, parce qu'il n'est pas une sorte d'exploration exhaustive de cette descente générationnelle des siècles. Il est un parcours subjectif. Hein. Bon, il me semble que moi, j'ai vu ce que je voulais voir, et j'ai bouclé ma boucle, et j'ai pas eu de problème pour terminer. C'est vrai que dans le fond, thématiquement, il y avait un problème pour terminer. On dit, mais où finir? Sur quoi finir? Sur quel personnage? Sur quelle image? Ça, c'était une vraie question. Mais
c'était amusant d'en parler, de le montrer, mais moi je pense que je me sens pas frustrée d'avoir pas pu parler encore de ceci et de ça. Je me sens c'est bien comme ça. Il y avait aussi un équilibre. C'est quand même c'est un roman, donc c'est une œuvre d'art avec il faut qu'il y ait son équilibre, quoi. Certains thèmes ils ont été posés là, ils sont clos ici, etc. De ce point de vue-là, il me semble que le roman il est bien construit. Oui, tout à fait. Et une chose qui, enfin peut-être c'est là que je voudrais en venir pour conclure notre discussion, mais après vous avez un micro sans fil, donc évidemment vous êtes conviés à poser aussi des questions. Et elle, là pour le coup, je suis sûr qu'elle n'a pas prévu les questions que vous allez lui poser, donc elle ne va pas vous lancer sur la bonne piste. Je voulais revenir là-dessus, c'est que il me semble que ce livre-là s'inscrit dans tout un mouvement de la littérature française aujourd'hui. Alors je disais que vous êtes très singulière, c'est vrai que vous l'êtes, mais en même temps sur ce livre-là, moi je reconnais des choses qu'on voit arriver dans la littérature. Alors je pense au livre par exemple de Claro sur le radium, donc sur qui va donner la bombe nucléaire, qui s'appelle Cosmos, où il va reprendre le cinéma, il va reprendre tout le XXe siècle comme ça, à partir du Magicien d'Oz, il va reconstruire quelque chose là-dessus. Je pense au dernier livre, au concours de cette année, le livre de Mathias Sénard, où on va voir à travers un personnage tous les orientalistes du 19e et 20e siècle qui ont travaillé sur les échanges entre le Moyen-Orient et l'Occident, et avec des personnages qui ont existé évidemment, même si le narrateur, encore une fois, est de fiction. Et j'ai l'impression que, et je pourrais penser aussi au livre de Oliver Roé sur Kalachnikov, l'inventeur du AK-47, et qui montre que cette invention-là de l'AK-47 est l'invention qui a le plus traversé le globe entier, puisqu'on en trouve malheureusement partout, des AK-47. Et j'ai l'impression que finalement ce travail que vous faites, les romanciers français aujourd'hui, c'est une manière de montrer, non pas de complexifier ou de rendre le monde plus complexe, mais de montrer que le monde n'est pas simple et que tout se croise, et qu'aucune représentation n'est possible. Et du coup, la question de la carte des Mendelssohn, qu'on a évoquée tout à l'heure, où vous mettez des identités sur les gens, elle explose par le livre. On pourrait avoir une photographie de la carte des Mendelssohn, et voilà, ça c'est les Mendelssohn, il n'en restera rien que une sorte de signet ou une sorte de carte qu'on peut ranger dans un coin et qu'on n'ouvrira plus. Alors que le roman, l'écriture, tout à coup, elle va développer plein de choses dans des tonalités différentes, de la tristesse, de la joie, de la drôlerie, des choses personnelles, des choses du XXe siècle, des choses qui datent de 3 siècles plus tôt. Tout ça va se mélanger dans un maelstrom comme ça, tenu par la langue. Donc est-ce que finalement, dans votre travail, vous n'essayez pas de retrouver toute cette complexité-là du monde et de le rendre beaucoup plus profond et intéressant que les représentations qu'on en fait habituellement, c'est-à-dire dans les médias ou dans les médias essentiellement. Oui, c'est vrai que oui, il y a une fascination pour la complexité. Enfin, plus une chose est complexe, plus elle est intéressante en fait, parce que d'abord on la comprend mieux. C'est vrai quoi, on la comprend plus finement, y compris dans ses aspects changeants. Mais je sais pas, vous avez tellement développé la question que je sais plus quoi répondre. C'est exactement ce que je veux. Problème. Non, effectivement, il y a une sorte de tendance de fond à montrer le complexe, l'imbriqué, le côté de... Justement, toutes les choses qui sont en 8 teintes et qui... Enfin, je sais pas, un attachement à montrer à aller de plus en plus loin dans la nuance, sans faire disparaître le récit d'ailleurs, parce que dans mon boussole, effectivement, à la fois c'est un tableau extrêmement complexe, pas seulement les échanges entre Orient et Occident, mais c'est poreux, quoi. On voit vraiment qu'il y a une sorte d'interaction et finalement les deux termes finissent par perdre un peu de leur sens. Je ne sais plus du tout pourquoi je parlais de ça en fait. Je crois que je suis un peu fatiguée. Honnêtement. Mais oui, voilà, en fait, il en ressort quand même chaque fois, il me semble, des récits qui n'ont rien de décousu, bizarrement. On a l'impression qu'on digresse, que ceci, que cela, c'est très amusant. En même temps, si on y réfléchit, la digression, mais un peu plus loin, on va s'apercevoir que ce n'était pas du tout une digression. C'était une façon de parler des choses en allant par... Enfin, ça finit par prendre tout son sens. Au contraire, ce n'était pas du tout une digression, c'était au cœur du sujet. Mais l'éclairage, tel qu'on a pris, il fallait qu'on arrive là pour s'apercevoir que ce n'était pas du tout une digression. Donc en fait, c'est pas, j'ai un peu des arabesques, enfin, une façon non linéaire d'aborder des questions qui permet effectivement parfois de parler de thèmes qui ne sont pas romanesques, des thèmes du monde, mais dans un éclairage qui reste artistique par justement sa méthode, quoi, sa façon
Oui, je ne suis pas musicien. Il y a quelque chose de l'ordre du tapis ou l'ordre justement de la musique. De la musique ou du tableau. C'est-à-dire, sans être musicien, j'imagine qu'à un moment dans une symphonie, on peut faire entendre un instrument un peu bizarrement un des premiers mouvements sans savoir pourquoi il y a cet instrument, et puis il va réapparaître plus tard, et là il va avoir. Il va entonner le thème et on va comprendre pourquoi tout convergeait vers ça. Ainsi que dans le tableau, on peut avoir des rimes de couleurs qui renvoient sur un personnage qui ne semble pas être au premier plan dans le tableau et qui va donner la signification du tableau ensuite, ou des choses comme ça. Quand vous composez le livre, est-ce que tout ça semble de manière instinctive, ou est-ce que, par exemple, je crois qu'à un moment donné, vous parlez que vous avez lu Renan, je ne sais pas quoi, et on va retrouver Renan un peu plus tard sur la vie de Jésus. Vous commencez avec l'évocation de Peter Schlemil, de Chamisso, l'homme qui a vendu son nom, et cette chose-là va revenir encore. Donc, est-ce que ça, c'est conscient? Vous mettez des repères pour pouvoir bâtisser la toile, ou est-ce que c'est l'écriture qui d'une manière inconsciente, qui vous fait mettre déjà des jalons et qui vont avoir... Ouais, ça dépend des cas. Parfois, il y a des choses que je comprends ensuite. Je me dis, ah mais bon sang, j'ai parlé de ces deux choses-là, sans faire le rapprochement sur le nom. Bon, alors parfois, il fallait que ensuite je retravaille pour justement faire mieux entendre l'écho entre peut-être deux choses qui se complétaient. Et là, c'était un travail de construction, avec un travail sur le dernier jet, où je me dis, ah non, j'ai pas assez insisté la première fois, le lecteur il a dû oublier, donc il faut que je développe un peu plus cette première annonce du thème. Enfin là je parle en termes musicaux, mais c'est exactement ça, quoi. Peut-être que si je prenais un exemple précis, ce serait plus simple, mais je ne veux pas non plus me perdre dans trop de détails. Mais effectivement, ça demande après un travail de finition, de réécouter les choses en disant non, c'est pas encore tout à fait ça, ou alors telle chose, bon, c'était amusant, mais je laisse tomber, j'enlève ça parce que c'est un truc de trop. Donc il y avait énormément enfin beaucoup plus qu'habituellement. Je retravaille déjà beaucoup mes textes d'habitude, mais là il y a vraiment tout un travail de construction pour que les bons échos soient à leur place et qu'il n'y ait pas non plus des digressions inutiles, parce qu'il y en avait qui étaient là juste pour. Parce que j'étais partie dans une digression, mais celle-là, elle était pour montrer au lecteur à quel point je suis capable de partir loin de mon point de départ. Donc j'en laissais une ou deux parce que c'était drôle. Mais d'autres, je me dis, bon, c'est pas la peine, voilà, on a compris. Je suis capable de faire des digressions, maintenant celle-là, elle est de trop, on s'y perd, ça sert à rien. Donc il y avait aussi une question d'équilibre, aussi des éléments. Tu vois, ça passe trop lourd, j'enlève un petit peu. Sinon, enfin bon, c'était un peu de la composition à l'oreille, quoi. Il y a une conversation que vous avez avec un de vos amis, alors je n'ai pas retrouvé la citation exacte, mais lui il doit vous dire, attention, c'est dangereux, ça devient dangereux quand on pense que dans le monde tout est lié. Et vous lui faites la réponse, c'est dangereux quand on pense que tout est lié et qu'on en est le centre. Non, je dis bien sûr que tout est lié. Oui, bien sûr que tout est lié. Le seul problème, c'est quand on se croit être au centre. Ouais. Est-ce que c'est un peu toute la philosophie de ce travail-là et peut-être même des précédents? Oui, mais plus là-dedans. Parce qu'effectivement, là, on a l'impression que tout est lié thématiquement, que quand on commence à étudier l'histoire d'une famille, finalement, on peut toucher à tous les sujets qu'on veut, parce que par moment, il y a toujours un tel qui a connu chose, et là, bon, il aurait été question quand même de, je sais pas, de Rosa Luxembourg, de Mumia Abu-Jamal, de Renan, de tout. Enfin, et encore, j'ai rien inventé, c'était par la force des choses, des gens, et que tout est lié un peu du point de vue du maillage de l'humanité, finalement, tout le monde est un peu lié, donc ça tombait bien. C'est que la seule folie, c'est de s'imaginer tout est lié contre moi, quoi. Ça, c'est la paranoïa dans toute son horreur. Mais que tout soit lié en soi, il me semble que c'était assez vrai, quoi. La mégalomanie, tout est lié, j'en suis. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que si on essaie de bien comprendre un événement du monde, et il est lié à telle autre chose, et aussi à telle autre, et puis à telle époque précédente, et puis, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on ne comprend pas parfaitement une partie du monde sans regarder un petit peu tout ce qui a. Par capillarité, on se retrouve partout à la fois. À la question du début, qui sera aussi la question de la fin. Quand je vous demandais comment choisir le sujet, est-ce que vous aviez besoin que ce soit à Berlin? Est-ce que c'est parce que vous êtes né à Bruxelles et vous vivez à Paris depuis de nombreuses années, vous vous sentez parisienne? Est-ce que c'était nécessaire pour vous de partir de Paris pour faire ce travail-là, en ayant la certitude que si tout est lié, vous n'êtes pas au centre de la toile? Non, mais dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je ne suis pas du tout partie à Berlin pour écrire un roman sur les Mendelssohn. C'est en rentrant que j'ai commencé à l'écrire. C'est ça qui est bien. En se nourrissant de Berlin. Oui, absolument. Je vais cesser là le rôle du questionneur, mais je vais vous laisser prendre la parole si vous voulez.
vous allez avoir un micro sans fil. Vous être proposé, c'est afin que les renseignements généraux sachent qui a parlé. C'est une question, une remarque. J'ai entendu tout à l'heure la métaphore du filet pour attraper le monde. Je pensais à... C'est Humboldt qui parle de ça, non, par rapport aux langues. Est-ce que pas une métaphore qui est filée comme ça avec la taille du filet et la taille des mailles, et en fonction des langues, on n'attrape pas les mêmes poissons. J'ai dû, oui, parce que il fut un temps, mais c'était il y a assez longtemps, il y a une quinzaine d'années, j'ai pas mal lu ce Humboldt-là. Donc j'ai dû lire ça, mais j'avais complètement oublié en fait. Quand je fais cette métaphore qui est exactement la même avec la taille des mailles, j'avais complètement oublié. Mais en plus, il est beaucoup question des deux frères Humboldt, enfin, pas mal question de temps en temps. Donc ben voilà, ça c'est un... Voilà. Tout est lié. Une résurgence inconsciente. Formidable. Ça ajoute une maille là. Ouais. Le centre du filet se rapproche. Une autre remarque ou une question? On va donner un micro. Oui, je n'ai pas lu votre livre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser au Hugon-Macquart, voilà, qui est aussi toute cette famille, quoi, qui traverse non pas les pays, mais qui traverse un paysage social de la France. Voilà, c'est tout. Oui, mais vous n'êtes pas la première à évoquer ce parallèle. En fait, il est bizarrement, parce que j'ai beaucoup lu Zola autrefois, il m'est pas venu une seule fois en tête pendant que j'écrivais le livre. Peut-être pour la bonne raison que les Hugon-Macquart, c'est quand même une famille de fiction construite un peu ad hoc pour évoquer, pour faire une sorte de panorama du Second Empire et de certains milieux sociaux. Donc il a inventé dans l'optique de faire un cycle romanesque. Alors que moi, en fait, j'avais un donné devant moi. Je devais faire avec ce qui était là, et ce qui était là, était beaucoup trop nombreux, beaucoup trop... c'était pas approprié, a priori, à faire un roman, quoi. C'était beaucoup trop fouillis, beaucoup trop foisonnant, et donc j'y ai pas du tout pensé. Mais il faut dire, c'est ni un cycle romanesque, ni une saga romanesque, c'est autre chose, hein. Je sais pas très bien qu'est-ce qu'on peut donner comme étiquette, mais ça ressemble pas du tout à ça, en fait. Donc non, j'y ai pas pensé. Peut-être fugitivement, quand je faisais mes codes couleurs pour voir... où atterrissaient les artistes, est-ce que dans les branches d'industriels, il y avait des artistes qui apparaissaient parfois, et les mathématiciens et tout ça. Peut-être que dans la tête, j'avais un peu une idée d'essayer de voir s'il y avait des lois génétiques, mais je pense que quand même, mon idée derrière la tête, c'est que ça tenait pas trop de bon, quoi, au bout d'un certain... Mais je sais pas combien il y a de générations sur le Hugon-Macquart, c'est un peu limité dans le temps quand même, il me semble, c'est quand même entre 48 et 5 générations, c'est plus d'un siècle. Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai, enfin, en tout cas, c'est un peu un contre-exemple. Il y avait aussi un arbre généalogique dans un de vos romans précédents, Le Vivant et les Ombres, où là, vous faites parler de maisons, et au début du livre, on a la généalogie de ceux qui ont vécu là. Oui, je sais pas pourquoi je fais des choses. Il y a aussi une liste des personnages dans Les Vies de la Plaine. Ça commence par une liste des personnages. Comme au théâtre. Fait 2 pages, ouais. Je sais pas, c'est un côté, vous savez, pour les listes, les jeux mathématiques. Non, mais c'est par rapport à la question des Hugon-Macquart, on voit une sorte de romancier un peu démiurge qui pose ses personnages. Et moi, j'avais l'impression que si vous donniez la parole à une maison, parce que c'est une maison en Galicie qui parle dans Les Vivants et les Ombres, il me semblait que là, vous aviez décidé de prendre à votre charge le rôle de la narration, et que finalement, les personnages existaient déjà, et que le narrateur était quelqu'un qui allait se poser sur leurs épaules, d'une certaine manière, pour voir ce qui se passait, puis qui allait sauter de génération en génération comme ça, comme si c'était un véhicule de l'écriture, cette succession de personnages, mais il ne les a pas créés, quoi. Le narrateur n'a pas créé ces personnages. Ici, donc. Oui, tout à fait. Oui, bonsoir. Bon, en partie, la réponse a été donnée peut-être à ma question. J'ai pas non plus lu le livre, mais je suis interpellé par une chose, c'est que les 3 extraits que vous avez lus sont racontés à la première personne. Et donc on n'a pas parlé... Ouais, alors je voulais savoir si tout le livre était raconté à la première personne.
et le cas échéant, le personnage principal, c'est vous. Alors ça, c'est finalement vrai, en effet. Maintenant, non, en fait, c'est pas représentatif. Mais il se trouve que c'est toujours ce genre de passages que je lis parce qu'ils sont plus faciles à lire en public pour des gens qui n'ont pas forcément lu le roman. Donc, si je commençais à lire un extrait de la vie d'un personnage dont vous ne savez rien, vous n'allez peut-être pas suivre. Tandis que là, ces passages-là sont faciles à suivre sans contexte et ils donnent un peu une idée du projet général. Non, mais il y a des chapitres entiers qui sont racontés. Enfin, il y a quand même de temps en temps une petite intervention à la première personne, mais bon, quand je raconte la vie de Moses Mendelssohn, en général, je ne parle pas de moi à tout mais champ. Du coup, même si vous faites un chapitre avec une distanciation du narrateur, disons, est-ce que le lecteur va, comment dire, ne va pas quand même se rattacher à la voix principale qui est peut-être celle, qui est peut-être la vôtre, du coup, un jeu qui est présent, ce qui peut-être différencie ça des projets des romans naturalistes ou des projets purement romanesques où le point de vue est fait d'un point de vue extérieur. Enfin, étonnamment, plutôt qu'un roman, je sais pas moi, de biographie au pluriel, j'ai presque l'impression de voir qu'il y a quelque chose d'une autobiographie avec une propre, enfin tout le discours sur comment construire le livre, sur les recherches, sur le questionnement sur l'écriture, etc., est presque plus quelque chose qui tient d'un aspect autobiographique, en fait. Alors, je dirais plutôt autofiction. C'est plus juste. Alors pourquoi ça il faudrait développer encore assez. Oui, je voulais pas prononcer le mot d'autofiction. Non, en fait. oui, non, mais autofiction, c'est plus juste, dans la mesure où, effectivement, il y a de l'autobiographique ici et là. Mais j'ai été amenée, je me suis aperçue, parce que c'est la première fois que j'utilise de l'autobiographique dans mon écriture publiée, et je me suis aperçue qu'en fait, il fallait retravailler énormément les matériaux autobiographiques. Par exemple, il y a 2 chapitres qui sont mon journal de Berlin, de quand je retourne là-bas en cours d'écriture pour aller vérifier ou rencontrer des gens et tout ça. Et moi, je n'avais pas du tout dans l'idée que ce journal me servirait dans le livre, et ça n'a rien à voir, les 2 textes. Enfin bon, évidemment, il y a plein de choses qui ont à voir, mais j'ai dû le retravailler énormément, plus qu'un chapitre de fiction pure, parce que, pourquoi? Enfin, pour toutes sortes de raisons, mais quand on est en voyage, d'abord, on n'enregistre pas les conversations, et puis on n'a pas toujours le temps de noter les choses quand elles se passent, donc on va les noter le lendemain. Mais alors pour le lecteur, il ne comprend rien, il ne comprend pas pourquoi je me fais tomber. Donc il fallait remettre les choses un peu dans l'ordre. Il fallait parfois faire du pastiche de mon journal, parce qu'il y avait des faits dont je n'avais pas envie de parler dans mon journal, parce que je m'en souvenais très bien, il n'y avait pas de problème, quoi. Mais je n'avais pas de pas les raconter, parce que j'étais en train finalement de raconter un truc, donc je faisais une sorte de pastiche de moi-même, comment je raconterais dans mon journal tel événement, alors qu'en fait, je n'en ai pas parlé dans le... Donc, enfin, je me suis aperçue que c'était un traficotage, mais incroyable. Et que, et même dans les scènes qui sont de l'autobiographie, effectivement, où il y a des commentaires de mes enfants, de mon éditrice, et ben, mais le réel tel qu'il se présente, il est souvent, il n'a pas un très bon rythme romanesque. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, les choses, elles arrivent dans le mauvais. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais parfois, il vaut mieux intervertir 2 événements parce que c'est plus facile à comprendre. Voilà. Dans la vraie vie, parfois, les choses, elles n'arrivent pas d'une manière très claire et tout ça. Et en fait, si on ne veut pas complètement perdre le lecteur. Bon, mais tant pis, on s'en fiche, quoi, si c'était tel jour ou... Enfin bon, moi je me disais, ça n'a pas d'importance, justement, c'est pas une autobiographie, il n'est pas mis autobiographie dessus, et moi je fais un roman, donc voilà, il y a des choses qui sont transformées, des dialogues qui n'ont pas été prononcés tels quels, qui sont en fait une sorte de recomposition à partir de discussions. Enfin bon, voilà, pour vous dire... Oui, enfin, si je peux m'amener mon grain de sel, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du jeu aussi, enfin... Il y a un moment une déclaration d'amour et c'est assez drôle comment ça rentre dans la recherche, quoi. Il y a des choses qui sont de cet ordre-là, et puis il y a une sorte de forme d'interrogation du work in progress, mais mis sur le bord mineur, c'est-à-dire comment on peut travailler ça alors qu'on a des enfants, ou comment je peux faire ça alors que j'ai ceci à faire. Et pour le coup, le matériau autobiographique qui apparaît comme étant autobiographique, il fait une sorte de contrepoint sur ce qu'on lit, et il y a quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est cette distance entre le jeu qui parle et ce dont on nous parle, cette distance et ces va-et-vient finissent par tisser quelque chose d'assez étonnant. Mais il y a aussi, me semble-t-il, un jeu ironique, drôle, là-dessus, et des fausses pistes. Mais la question est intéressante, parce que dans la progression des romans de Diane, il me semble qu'il y a cette nécessité, on commence quand même avec un pastiche
qui dans le titre a écrit par lui-même. Et dans le deuxième roman, on a un personnage qui est un peu alter ego, qui est un homme. Donc je trouvais intéressant que les masques tombent au fur et à mesure qu'on avance dans l'œuvre, mais on est encore dans me semble-t-il, du jeu, alors jeu ludique, et jeu, c'est-à-dire que les choses ne sont pas exactement... Quand deux pièces de bois jouent entre elles, quoi. Il y a un espace entre lesquels ça joue, et c'est là que la fiction intervient, me semble-t-il. Oui. Désormais, c'est moi qui répondrai à sa place. C'est très bien, c'est très bien. Est-ce qu'il y a J'ai encore une question de la traduction qui n'a pas encore été posée. Et déjà, je crois savoir qu'il y a ici un traducteur qui a traduit Elmer. Et au-delà de ça, la carte de Mendelssohn est-elle en cours de traduction? Est-ce qu'il y a des perspectives? Pour l'instant, c'est des perspectives. Je ne sais pas encore. Bon, voilà, je voulais juste lancer le débat par ce petit biais, mais voilà. Oui, c'est vrai, j'avais oublié de parce que c'est aussi un livre qui remplit. J'ai fait beaucoup de traductions, parce qu'il y avait un source qui était voilà, en allemand ou en anglais et inédite en français. Donc j'ai aussi fait mon autre huitième. Vous traduisez essentiellement en allemand, mais également de l'anglais. Oui. Vous avez traduit un roman en anglais, et puis en allemand, vous avez traduit Les Sciences humaines et du roman. En fait, je ne sais pas si on a eu l'occasion de le dire, mais mes sources figurent dans le texte. Tout ce que j'ai lu, là, les dialogues à la porte de Potsdam, où est-ce qu'il va le juif, c'est pas moi qui ai inventé, c'est des trucs qui sont sortis de textes publiés, d'anecdotes. Là, il s'agit d'une anecdote dans un recueil d'anecdotes véridiques, quoi. Et donc, en fait, il y a même des notes, quoi, pour qu'on sache que c'est des vraies citations. Donc, c'est des vrais textes que je me suis efforcée de traduire quand il n'était pas disponible en français, pour reparler un peu de traduction. C'est quel livre qui a été traduit en allemand alors? C'était Loin des ombres, la maison qui parle. La maison pleine d'arbres géologiques. C'était la maison qui parle. Une question? Sur quoi finir la rencontre ou le livre? Le livre. Ah ben ça, il faut le lire pour le savoir. C'est une question que l'auteur pose dans le livre. Et... Oui. C'est posé dans Mais le comment on décide là? Ah, ben, c'est lié au thème, profondément, quoi. Dans une fiction, je pense qu'il est plus simple de savoir comment on va finir. En général, on le sait quand même pas à l'avance, il y a une sorte d'achèvement. Là, c'est autre chose, c'est presque un problème intellectuel de comment finir cette histoire-là. Mais je ne vais pas vous dire à l'avance. C'est un livre de suspense, en fait. C'est vrai. Il y a des chapitres, on dirait une enquête policière, là, prénom et là, les gens vont dire, waouh, on dirait un polar. Ah, et puis vous allez vraiment trouver à la fin. Alors, je ne sais pas si je vais vous trouver. Parce que parfois, comme dans l'enquête, on est pris par le besoin de savoir et ça devient vraiment palpitant. Enfin, je trouve. Oui, peut-être que comment on finit, c'est quand on n'a plus envie de chercher. Bon, ça va, je sais tout ce que je voulais savoir. Par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur la situation des femmes par rapport aux hommes, notamment dans cette famille, est-ce qu'en ayant du matériau aussi large de personnages, est-ce que vous avez pu discerner des histoires de vie qui auraient pu être très différentes si elle a été homme ou femme? C'est une question très large. Ben justement, alors Fanny Mendelssohn, c'est un très bon exemple. La vie de Dorothea Schlegel est étonnante parce que, quoique femme, elle a vraiment une vie d'une grande liberté, quoi, surtout pour cette époque-là. On la marie, pas de force, mais c'est un mariage arrangé, pas très gai, puis en fait, elle quitte son mari, elle quitte ses enfants, enfin, c'est une vie d'une liberté qu'on a du mal à imaginer. Il s'agit quand même des dernières années du 18e, quoi, donc c'est pas... Enfin bon, Madame de Staël aussi, c'était c'est peut-être l'époque aussi. C'est une époque où apparaissent quelques personnalités de femmes un peu hors du commun, quoi, qui sortent de leurs conditions, qui ont vraiment des parcours très étonnants par rapport à la norme sociale alentour. Bon, maintenant, c'est difficile de... Il me semble, oui, qu'il y a un dernier cas particulièrement tragique là, mais ça je ne sais plus moi-même. Ou alors c'est peut-être un personnage que
que j'ai vu passer mais dont j'ai pas parlé parce qu'il n'y avait pas la place pour ça. Et ça me rappelle quelque chose où je m'étais dit justement ça. Alors si ça me revient, je crois que c'est que le 19e siècle n'est pas un siècle très ouvert. Enfin, il y a plutôt une sorte de régression, quoi. Les mœurs se rigidifient, plus peut-être que c'est précédent. Ça vient que très lentement, quoi, ensuite. En tout cas, je voulais rebondir sur, on en parlera peut-être plus tard, on peut prolonger la discussion autour d'un verre, voilà, dire que si vous voulez rester à boire un petit verre et puis échanger de façon plus informelle, c'est très volontiers. Alors, à moins qu'il y ait une dernière question, je vous propose de passer à cette phase-là. Mais je trouve que là, c'est la réponse. Vous avez posé la réponse comment on finit le livre, ben, c'est comme ça qu'on finit un débat. Merci. Merci en tout cas beaucoup d'avoir participé à la vidéo.